Alors, on va voir tout à l'heure donc les pathologies respiratoires de l'inhalation. C'est beaucoup de pathologies donc, que vous pouvez voir en pédiatrie. Donc, c'est quoi les syndromes d'inhalation? En fait, ça regroupe les atteintes respiratoires consécutives à l'introduction dans les voies respiratoires inférieures de substances endogènes ou étrangères par débordement ou défaillance des moyens de protection de l'arbre trachéobronchique. Donc, ces inhalations peuvent être solides et c'est le corps étranger intrabronchique. Là, vous allez avoir un cours sur le corps étranger intrabronchique par notre professeur Boussfara. Donc, on va surtout insister sur l'inhalation liquide et vapeur. Donc, les inhalations liquides, c'est ce qu'on appelle pneumonite chimique. Les vapeurs, qui peuvent donner une obstruction ou agression chimique. Donc, les substances inhalées, ça dépend du type d'inhalation. Ça peut être un liquide acide. Généralement, dans le reflux gastro-œsophagien, c'est le liquide gastrique qui a un pH acide, pH inférieur à 2,5. Ça peut être un liquide non acide, hypertonique, le cas de l'eau de mer, noyade en eau de mer, isotonique, le lait ou le sang, donc il peut l'enfant inhaler le lait ou le sang, hypotonique, l'eau de piscine, et ça donne un tableau noyade eau de piscine, vous savez tous que ça peut donner un tableau plus sévère puisque le liquide est hypotonique. Ça peut être un inoculum très contaminé. L'enfant inhaler les sécrétions oropharyngées, par exemple. Les hydrocarbures, c'est un type d'inhalation particulier qui donne des pneumopathies d'inhalation qui peuvent être sévères. Et on voit beaucoup dans nos urgences les inhalations d'hydrocarbures, comme sûrement, surtout des pneumopathies secondaires à l'inhalation d'hydrocarbures. Les autres donc, types d'inhalation, par exemple les lipides, le paraffine, l'huile de foie de morue, le talc, poudre de bébé, les caustiques, ils peuvent inhaler le caustique comme des bouches éviers qui يشموا ينجم ينال les caustiques. ولا ينجم يبلعوا mais quand même une partie تتعبى في البومون. Donc, c'est important de connaître quel est le type d'inhalation pour agir, bien sûr, et les symptômes, ça diffère. Par exemple, si le liquide il est acide, les symptômes peuvent commencer très tôt. Inférieur à 2 heures, on peut avoir des symptômes type toux, type dyspnée. Si le liquide il est non acide, ça peut être aigu ou chronique. Si le noculum il est très contaminé, donc on a les sécrétions oropharyngées ou la حاجة أخرى مثلا سال وكل ينجم يغطس في السطل كما الصغار se noie dans les seaux qui est très sale, on peut avoir des symptômes dans quelques heures à quelques jours. L'inhalation d'hydrocarbures, on peut avoir des symptômes immédiats ou quelques heures ou quelques jours. Avec علاش ساعات احنا on hospitalise وساعات il s'aggrave مش من نهار الاول donc après حتى 24 heures ولا اكثر. Donc il faut surveiller. Pour les inhalations de lipides, ça donne généralement une symptomatologie chronique. Le talc, le caustique, ça donne généralement des symptômes immédiats. Donc, ça veut dire que c'est OK. Voilà, si on revient à la pneumonie chimique, on a inhalation d'un produit liquide qui peut être donc acide, gaz toxique, ça donne une symptomatologie aiguë. Cette pneumonie chimique aiguë, elle se manifeste souvent par la dyspnée, l'hypoxémie, hypotension, infiltrats bilatéraux, pneumotocèle, SDRA. Donc, ça donne un tableau sévère, aigu. Et ça peut être chronique, par exemple le continu gastrique, le reflux gastro-œsophagien ou les fausses routes, les encéphalopathes ou des malformations avec les aliments. Ça peut donner une pneumopathie chronique sifflante, récidivante, avec un toux, un wheezing, retard de croissance, des pneumopathies à répétition, hémoptysie, épaississement bronchique, un syndrome interstitiel et même la fibrose. Vous voyez qu'il faut y penser, surtout avec les encéphalopathes اللي ديما راقدين اللي يبدا عندهم reflux gastro-œsophagien وساعات يبدا عندهم فوس روت حتى d'origine centrale يعملوا beaucoup d'atteintes respiratoires. Il faut penser aux pneumopathies d'inhalation qui peuvent donner des tableaux très sévères comme vous voyez ici. Ça peut donc l'inhalation liquide نجم pneumonie chimique, نجم les infections. Les infections, c'est quoi le tableau? Fièvre, toux, des opacités, épanchement pleural, empyème, les abcès. On voit beaucoup d'abcès et d'empyème, les encéphalopathes, ont un trouble de déglutition.
et c'est secondaire aux inhalations fréquentes des sécrétions oropharyngées. Les obstructions mécaniques, les aliments, les corps étrangers, généralement on insiste à l'interrogatoire au syndrome de pénétration, donc c'est plus facile à évoquer. Et qui m'a comme décrit, donc comme cours qui est corps étranger, donc je passe. Donc, j'insiste à l'inhalation chronique. C'est important à connaître, à diagnostiquer, à savoir comment on réagit, ou comme bilan pour confirmer le diagnostic. Donc, l'inhalation chronique, ça peut être des troubles de déglutition, il y a un fonctionnel, il y a une anomalie anatomique. Donc, fonctionnel, atteinte centrale, donc la fonction, le péristaltisme, il est altéré, ou l'anomalie anatomique par malformation. Voilà un reflux gastro-œsophagien. Donc, la déglutition, elle est atteinte, donc les étapes de déglutition. Voilà le reflux, c'est-à-dire retour du contenu gastrique au niveau de l'œsophage, ça peut passer au niveau du poumon. Inhalation secondaire à une micro-aspiration salivaire. C'est secondaire généralement à une mauvaise coordination ou insensibilité laryngée ou hypersialurée qui existe chez beaucoup d'atteintes neurologiques comme l'enfant, donc nashtatina hypersialurée. Voilà, donc les trois mécanismes d'inhalation chronique, soit trouble de déglutition, un reflux gastro-œsophagien ou la micro-aspiration salivaire. Déglutition, c'est des salives par mauvaise coordination ou l'hypersialurée. C'est clair? Donc, le diagnostic différentiel des inhalations chroniques, ça peut être la pneumopathie interstitielle, qui m'appelle la pneumopathie d'inhalation pneumopathie d'aspect de pneumopathie interstitielle. Voilà, la pathologie de pneumopathie interstitielle, donc c'est le diagnostic différentiel. La mycophthalmose, le déficit immunitaire, l'hyperréactivité bronchique, puisque les pneumopathies d'inhalation, on a des sifflements, des exacerbations, donc ça peut être le même tableau que l'hyperréactivité bronchique. La maladie des cils, des kinésies ciliaires primitives, ou le déficit en alpha-1 antitrypsin. Donc, si on doute entre pneumopathie d'inhalation et d'autres diagnostics, il faut éliminer ces diagnostics différentiels pour passer au diagnostic de pneumopathie d'inhalation. Donc, plusieurs situations cliniques peuvent augmenter le risque d'une inhalation chronique. Ces pathologies sont maintenant mieux identifiées, heureusement, mais de diagnostics difficiles à identifier. C'est les pathologies anatomiques comme les micrognathies, la macroglossie, la fente palatine, le diastème, la fistule osotrachiale, les anneaux vasculaires, les anomalies des arcs vasculaires. Donc, toutes ces pathologies peuvent donner des pneumopathies d'inhalation chronique. Donc, c'est important que l'enfant soit examiné par un spécialiste en maxillofacial pour faire ces diagnostics. La fistule osotrachiale, donc, on y pense quand même, mais il y a des examens à demander pour avancer dans le diagnostic. Et les anomalies des arcs vasculaires, bien sûr, l'enjeu scanner, au moindre doute, il y a sûrement des signes qui sont évocateurs en plus de l'atteinte respiratoire. Les pathologies fonctionnelles, le méga-œsophage, le reflux gastro-œsophagien, les maladies de système telles que sclérodermie, dermatomyosite, les tumeurs quand ça comprime. Donc, ça peut altérer le péristaltisme œsophagien et au niveau du pharynx. Donc, ça peut donner une anomalie et quand on déglutue, ça peut passer quelques gouttes au niveau de trachée. Les pathologies mécaniques, donc les trois mécanismes. Donc, une sonde nasogastrique qui est toujours là, ça peut donner des pneumopathies d'inhalation. Une sonde d'intubation trachéale, la trachéotomie, ils peuvent favoriser l'inhalation pulmonaire chronique. Et enfin, les pathologies neuromusculaires, les troubles de conscience, la prématurité, l'hypertension intracrânienne, les IMC, les dysautonomies, les dystrophies musculaires, les paralysies de corde vocale, l'anomalie de la fosse postérieure peuvent être donc responsables d'inhalation pulmonaire chronique. Donc, il faut y penser quand on trouve ces pathologies avec une atteinte respiratoire chronique, pneumopathie d'inhalation. Directement, on pense à d'autres diagnostics, mais c'est une pathologie qui est existante, il faut y penser. Quelle est la présentation clinique qui doit évoquer le diagnostic de pneumopathie d'inhalation? Généralement, c'est des symptômes respiratoires récidivantes. Si on insiste sur l'interrogatoire, je ne rythmés par des repas
ou le décubitus ou le début de sommeil. Surtout donc une toux chronique non spécifique, début de la nuit, position décubitus dorsal, un wheezing récurrent, c'est fréquent ça. Les bronchopneumopathies récidivantes, des pneumopathies surtout pour les zones déclives, le retard de croissance associé. Donc tout ça c'est évocateur, il faut y penser aux pneumopathies d'inhalation. Les épisodes de suffocation lors de tétée, ça de succion lente, un remplissage passif de la bouche, un reflux de lait au niveau du nez, les signes avec des pneumopathies récidivantes, sifflantes ou infectieuses, pneumopathie d'inhalation. Le contexte, généralement, ça peut être un enfant sain, tout simplement, où il y a un reflux gastro-œsophagien ou une anomalie très légère, anatomique, ou atteinte de pathologies connues comme la prématurité, une anoxie néonatale, un retard psychomoteur, hypotonie, endométriose évocateur. Donc, un retard psychomoteur ou hypotonie, ou une atteinte respiratoire récidivante, ils ont dit que les pneumopathies d'inhalation. Les moyens diagnostiques, bien sûr, un bon examen clinique avec un contexte, l'interrogatoire, ça doit être évocateur. On va demander l'imagerie non spécifique, radiothorax ou scanner thoracique qui montre essentiellement retentissement à poumon de cette pathologie. Mais les explorations diagnostiques les plus spécifiques, radio de cinéma de déglutition qui est très spécifique, malheureusement on ne fait pas dans notre pays, et on peut faire les endoscopies, une fibroscopie bronchique avec LBA à la recherche de l'hypophage, tout en sachant que ce n'est pas très spécifique de pneumopathie d'inhalation, ça peut être présent dans d'autres pathologies, dont je tout à l'heure, ou la nasofibroscopie, qui se fait par les ORL, de déglutition pour voir les étapes de déglutition. Ça, c'est important pour le diagnostic. C'est un examen qui est facile à faire et il est très intéressant. Donc, il faut collaborer avec nos amis ORL pour nous aider pour le diagnostic. Si on doute un nasofibroscopie de déglutition, c'est intéressant pour le diagnostic positif. La scintigraphie salivaire, ça ne se fait pas dans notre pays. Je n'ai pas vu que ça se fait. Et c'est très intéressant essentiellement pour voir est-ce qu'il y a une anomalie donc, de déglutition du salive. Le TOGD, il est parfois donc, demandé dans quelques indications, on va les voir. La pH-métrie de 24 heures sur donc l'examen clé pour le reflux gastro-œsophagien et la manométrie dans le reflux avec quelques anomalies. On va voir tout à l'heure les indications. Donc, il y a des moyens diagnostiques qui sont recommandés dans la littérature. Mais il faut savoir les examens alcool donc pour vous. Inch'Allah, voilà, donc on a les moyens non spécifiques. Je vais vous radiothorax. Qu'est-ce qu'on peut voir radiothorax chez un enfant là, de pneumopathie d'inhalation chronique? On va voir des infiltrations sous-segmentaires ou segmentaires, qui m'a des épaississements péribronchiques, des DDB parfois visibles, DDB aqal, mais surtout les infiltrats. Donc ici, les lobes inférieurs, segment basal et postérieur, et les lobes supérieurs, segment postérieur. Donc on a le lobe supérieur droit. On a l'hyperinflation aussi, la télectasie, les DDB qui sont moins fréquents. Le deuxième examen radiologique non spécifique, c'est le scanner. Le scanner peut montrer les DDB, si ça existe, et desquels, bien sûr, ça traîne il y a longtemps. Ça peut donner une atteinte de dilatation des bronches. Les opacités centrolobulaires, un piégeage d'air, comme vous voyez ici, les épaississements bronchiques, les opacités. Donc, voilà les aspects qu'on peut voir qui peuvent être évocateurs du diagnostic de pneumopathie d'inhalation comme d'autres diagnostics différentiels. Les examens spécifiques, on a le plus spécifique ou un radiocinéma de déglutition. C'est quoi le principe de cet examen complémentaire? Il visualise l'image radiographique de la cavité orale jusqu'à l'œsophage pendant les 4 phases de déglutition en temps réel. Donc, généralement, on donne à l'enfant des petites quantités d'hydrosolubles, liquide, semi-liquide ou solide, et la durée de 2 à 4 minutes, on va voir, la déglutition exactement, et l'hydrosoluble, et c'est très intéressant pour nous donner une idée des étapes de déglutition. Donc, les 4 phases de déglutition, qui la phase orale, la phase donc, propulsion donc, orale, orale propulsive, la phase pharyngée et la phase œsophagienne
Donc, ça passe ici. Normalement, هذوما les 4 phases de déglutition normales. Ou radio cinéma de déglutition, je te tous les phases. S'il y a une anomalie, on va la visualiser facilement. Il y a un problème dans la phase pharyngée. Donc, ça, c'est très intéressant pour le diagnostic positif. Donc, les renseignements qui sont obtenus par cet examen qui est très intéressant, c'est de repérer les fausses routes, identifier les causes de anomalies anatomiques, rechercher les positions ou facilitations pour éviter l'inhalation. Par exemple, qu'il y a de position demi-assis, les phases de déglutition sont donc on peut les voir. Une position couchée, ou là, surtout pour les encéphalopathes, position debout, donc les positions latérales. Évaluer l'efficacité des stratégies thérapeutiques. On peut donner un traitement, on peut y refaire cet examen pour voir donc, les résultats de ce traitement, est-ce qu'il est efficace ou non. Donc, c'est très intéressant. Ça peut montrer un vidange prématuré avant la déglutition, un retard de déglutition, une inhalation, donc pénétration laryngée avec ou sans tout. Pharynx, oesophage, larynx. Reflux nasopharyngé, avec un reflux, le résidu pharyngé après déglutition, ça persiste donc au niveau de pharynx. Un reflux gastro-œsophagien aussi, ça peut être visualisé. Donc, le deuxième examen, l'examen lourd, malheureusement, ça n'existe pas en Tunisie, la nasofibroscopie de déglutition sans sédation. Donc, ça peut permettre donc, de visualiser directement la déglutition. On utilise un aliment traceur coloré, donc qui me chauffe les position assis, un aliment fille radiotraceur. Ben nasofibroscope, on va voir ici en vidéo les étapes de déglutition. Donc, position habituelle de repas, pas d'anesthésie locale. Pourquoi pas d'anesthésie locale? Pour tester la sensibilité pharyngo-laryngée. C'est pour ça qu'on utilise un petit fibroscope de 2,2 mm avec lubrification pour avoir une meilleure tolérance. Et ça permet l'évaluation anatomique. Donc, notre collègue ORL peut voir donc s'il y a des malformations pharyngo-laryngées ou il y a une anomalie qui va être visible facilement par le nasofibroscope. Donc, le nasofibroscopie de déglutition permet une étude anatomique, c'est très intéressant pour voir l'anatomie, et fonctionnelle aussi. Donc, on peut voir les signes extradigestifs de reflux, ça a une atteinte laryngée des cordes vocales, des polypes, une rougeur, le nasofibroscope. On peut visualiser la mobilité pharyngo-laryngée, est-ce qu'il y a une paralysie ou autre qui peut expliquer ces troubles de déglutition. Un test de la sensibilité, on va vérifier le réflexe adducteur laryngé, une coordination pharyngo-laryngée et pharyngo-œsophagienne en phase de déglutition. Est-ce qu'il y a une bonne coordination ou il y a des anomalies fonctionnelles? Ça objective aussi l'inhalation salivaire ou alimentaire par l'aliment coloré. Donc, on peut visualiser bien est-ce qu'il y a une anomalie ou il y a une inhalation au niveau du poumon, du salive ou de l'aliment. Donc, après, le troisième donc, examen qui est spécifique, c'est la fibroscopie bronchique, qui permet bien sûr de visualiser les anomalies anatomiques, surtout la fistule oesotrachiale par le test au glucométhylienne. On peut faire un lavement broncho-alvéolaire, donc LBA, à la recherche de macrophages chargés de lipides, les lipophages, qui sont évocateurs d'inhalation des aliments. Mais il faut savoir qu'il y a des faux positifs, les diagnostics différentiels surtout, on peut trouver ces lipophages mucoviscidose. Si l'enfant est sous lipides en intraveineux, s'il y a une embolie graisseuse dans le cas de drépanocytose, s'il y a une pneumonie lipoïde, s'il y a une bronchiolite oblitérante, ces lipophages. Donc, vous voyez qu'il y a des faux positifs, il faut se méfier. C'est peu reproductible cet examen et il faut l'interpréter en fonction du contexte clinique et des autres examens. Après, quatrième examen, c'est la scintigraphie salivaire. Le principe, c'est de déposer un traceur radioactif dans la bouche et on fait une imagerie séquentielle jusqu'à la disparition du traceur dans la bouche. Une inhalation est présente et dès qu'elle n'a pas de traceur, il est retrouvé au niveau trachéal ou bronchique. Donc, est-ce qu'il inhale sans salive ou l'enfant? La sensibilité, elle n'est pas évaluée avec précision pour cet examen complémentaire. Donc, ça ne se fait pas en Tunisie.
Voilà, donc devant une inhalation pulmonaire chronique, il faut avant tout faire l'étude de déglutition. Si c'est positif, donc par les examens qu'on a lus tout à l'heure, ce qu'on peut faire, qu'on a radio-cinéma, il est très intéressant. On peut faire la nasofibroscopie. Donc, si c'est positif, on va modifier les aliments, c'est-à-dire on va épaissir, on va changer l'attitude de l'enfant, donc la position avec laquelle on a trouvé que la déglutition elle est meilleure. Si cette modification alimentaire a amélioré l'enfant, donc on va poursuivre. Si ce n'est pas mieux, on va chercher un reflux gastro-œsophagien associé. S'il n'y a pas d'étude de déglutition, bien sûr, on va chercher des diagnostics différentiels. Donc, une maladie pulmonaire, on va compléter par le scanner et des fibroscopie LPA, chercher autre cause de ces pneumopathies. Ça peut être un diagnostic différentiel. Si on n'a pas trouvé d'atteinte pulmonaire ou un diagnostic différentiel, on passe à la recherche de reflux gastro-œsophagien. Donc, pour le reflux gastro-œsophagien, si on a trouvé donc avec une atteinte pulmonaire si importante, donc c'est l'indication de la chirurgie. Avec si ça a été fait, donc il faut faire un suivi régulier. Sinon, si on n'a pas trouvé de reflux gastro-œsophagien, on va essayer l'alimentation par sonde nasogastrique pour éviter ces inhalations chroniques. Donc, on va faire si c'est efficace cette sonde, on va passer à la gastrostomie. Donc, on va faire une gastrostomie pour bien sûr protéger les poumons. Voilà. Si avec l'alimentation par sonde nasogastrique, les symptômes persistent, donc il faut rechercher l'aspiration salivaire. Donc, ce n'est pas les aliments, c'est la salive qui passe au niveau des poumons. Si c'est négatif, donc pas d'aspiration salivaire, il faut réévaluer la chirurgie. Il faut voir donc est-ce que la chirurgie nicène, donc anti-reflux, elle a un intérêt ou non, et refaire le scanner. Sinon, si on a trouvé une aspiration salivaire importante qui passe au niveau des poumons, il faut faire la chirurgie des glandes salivaires, donc enlever les glandes salivaires. Ça se fait souvent les encéphalopathes ou les maladies neuromusculaires en France. Voilà, il y a l'injection de toxine botulique qui est très intéressante pour diminuer l'aspiration salivaire. Bien sûr, avec un suivi clinique, on va réévaluer le résultat. Voilà, j'espère que c'est clair. Devant le trouble de déglutition, qu'est-ce qu'on peut faire comme examen complémentaire, on pense, et quelles sont les étapes à suivre. Voilà, donc les signes cliniques sont trompeurs, il y a beaucoup de diagnostics différentiels, pas d'étalon d'or, donc pas d'examen complémentaire qui est intéressant. La radiocinéma, elle est très intéressante, qui est spécifique. La nasofibroscopie de déglutition, on peut le faire dans nos conditions avec nos collègues ORL, et c'est très sensible. Il faut suivre l'arbre décisionnel, il faut savoir que c'est une pathologie qui est très difficile à diagnostiquer et à traiter. Il faut y penser et bien sûr collaborer avec plusieurs collègues comme les ORL, les radiologues, les gastrologues, pneumologues, diététiciennes, kinés, psychologues, orthophonistes, les spécialités pour la prise en charge de ces patients parce que ce n'est pas facile et ça peut détruire un poumon et passer à la fibrose. Donc, c'est important d'y penser et de traiter à temps. Donc, la prise en charge, il nous faut de preuves. Si c'est un trouble de déglutition, donc les positions, qu'est-ce qu'on peut faire? Les positionnements pendant le repas avec des résultats moyens. Gastrostomie, jéjunostomie avec des résultats moyens aussi, mais ça peut aider. Pour le reflux gastro-œsophagien, je fais tout à l'heure. L'inhalation salivaire, les anticholinergiques, ça a été testé et ça donne donc des résultats faibles. La toxine botulique, ça peut donner quand même des résultats qui sont moyens à tester. La chirurgie des glandes salivaires aussi, c'est des résultats faibles. Et la trachéotomie, c'est des résultats faibles. Donc, je trouve que la prise en charge, quand même, n'est pas facile pour ces pathologies. Il vaut mieux faire le diagnostic tôt pour une prise en charge tôt pour éviter, bien sûr, la destruction pulmonaire et la fibrose. On passe au reflux gastro-œsophagien qui donne la pneumopathie d'inhalation la plus fréquente et c'est le diagnostic le plus fréquent en étiologie, la plus fréquente de ces pneumopathies d'inhalation. C'est le temps de tous les jours. Donc, c'est quoi le reflux gastro-œsophagien? C'est en fait, qui m'appelle Natawa, donc motif fréquent de consultation en pédiatrie. C'est une pathologie intimement triquée avec les maladies respiratoires. Reflux asthme, reflux atteinte respiratoire. Donc, cette association a été largement documentée. C'était
connue dans la littérature, pratique interne, elle ne permet cependant pas de déterminer une relation précise de cause à effet. Donc, la question classique, donc, est-ce que le reflux qui a donné l'atteinte respiratoire ou l'atteinte respiratoire qui a donné le reflux, ou là c'est une association, c'est ce qu'on va voir dans ce cours. Donc, si on passe aux définitions, reflux gastro-œsophagien, les définitions, donc c'est le passage du contenu gastrique au niveau de l'œsophage, avec ou sans régurgitation et vomissement. Si on trouve GERD, c'est-à-dire disease, c'est la maladie de reflux. Le reflux, il y a des symptômes qui peuvent affecter la fonction de tous les jours ou ça peut donner des complications. Donc, le reflux, maladie. Mais le reflux, ça peut être physiologique. Le reflux réfractaire, c'est le reflux qui ne répond pas à un traitement optimal pendant 8 semaines, c'est-à-dire 2 mois. Reflux réfractaire. C'est important de connaître les définitions. Donc, pour le reflux et l'association avec les pathologies respiratoires, généralement, donc, au cours de la toux, c'est-à-dire un enfant asthmatique ou l'atteinte pulmonaire chronique, le fait qu'il y a cette pathologie respiratoire, ça perturbe les pressions transdiaphragmatiques. Donc, cette pression, si elle augmente, ça peut donner un reflux. Le reflux, par ces micro-inhalations de liquide, soit acide, alcalin ou alimentaire, il peut être, surtout si acide, ça peut être responsable de bronchospasme et ça peut donner l'encombrement et l'hyperréactivité bronchique, surtout chez les enfants qui ont des troubles de déglutition ou l'encéphalopathe. L'arc réflexe bronchospastique transmis par le vague lors des pics de l'acidité, ça peut donner donc cette hyperréactivité bronchique. Donc c'est intriqué comme vous voyez. Pour les symptômes de reflux, c'est variable selon l'âge. Ça peut être des vomissements récurrents et c'est le plus fréquent dans 70% des cas. Ça peut être des épigastralgies dans 35% des cas, des difficultés alimentaires. Ça peut retentir sur la croissance. Ça peut donner une irritabilité par douleur rétro-sternale. C'est des symptômes ORL aussi, c'est le reflux, il est très important. Ça peut donner des symptômes ORL, des otites récidivantes, une voix rauque. Et ça peut donner des symptômes respiratoires. Les symptômes respiratoires ou ORL qu'on peut trouver pendant un reflux, maladie bien sûr, c'est les bronchites à répétition. Ça peut donner des symptômes qui ressemblent à un asthme avec hyperréactivité bronchique, des pneumopathies répétées, surtout au niveau du lobe moyen, la toux chronique, notamment nocturne, mais début de la nuit, l'asthme fin de nuit, petit matin. Pour le reflux, il y a encombré, association à cette toux, l'encombrement qui est très évocateur du reflux. Les symptômes ORL qu'on peut trouver avec le reflux, c'est la dysphonie, qui est l'acidité fou, ça peut donner une dysphonie, des laryngites récidivantes, des pharyngites récidivantes, il faut y penser. Un malaise avec accès de cyanose chez le nourrisson avec pâleur bradycardie, ça peut être une manifestation de reflux. C'est classique, un malaise de nourrisson, on évoque le reflux gastro-œsophagien, on note le pH métrique de 24 heures. Les apnées, une dyspnée laryngée brutale, des accès d'hypotonie, donc ça peut être des manifestations neurologiques, l'hypotonie, les apnées de reflux associées à l'apnée et la dyspnée laryngée. Donc ces manifestations sont variables en fonction de l'âge. Chez le nourrisson, en dehors des manifestations digestives, on a souvent des manifestations digestives, des vomissements, des régurgitations fréquentes. Dans les manifestations digestives, on a surtout les malaises. Les formes respiratoires sont difficiles à identifier à cet âge généralement et ça représente 20% des cas. Donc, un reflux se manifeste par des manifestations respiratoires à cet âge dans 20% des cas. Pour l'âge de la marche, à cet âge, les manifestations respiratoires chroniques sont le plus souvent rapportées au reflux. Donc, les manifestations respiratoires dues au reflux sont souvent vues après l'âge de la marche. Et il est très difficile de savoir quelle est la pathologie initiale, comme le reflux ou la pathologie respiratoire Goula. Donc, c'est important de suivre les éléments sémiologiques et en s'aidant, bien sûr, avec quelques examens complémentaires, ou à travers un cas clinique. Donc, il est nécessaire de rechercher les arguments. Donc, comme on a dit, une toux nocturne qui est liée au décubitus, donc, avec un encombrement, donc c'est très évocateur de reflux, réactivité.
Bien sûr, après élimination du rôle de pulmon allergène, l'absence du caractère saisonnier, donc pendant toute l'année, il est toujours encombré, tous la nuit, c'est évocateur de reflux. Le fait qu'il y a des pneumopathies récidivantes avec localisation droite, c'est évocateur de pneumopathie d'inhalation, de reflux gastro-œsophagien. La négativité de l'enquête étiologique et non-efficacité d'un traitement bien conduit, corticoïdes inhalés, un traitement avec bêta-2 et si besoin, c'est en faveur de reflux et pneumopathie d'inhalation. Souvent, le lien est fait sur la disparition des signes cliniques sous traitement anti-reflux bien conduit. Donc, il faut rassembler tous les éléments soit interrogatoire, clinique, test thérapeutique, examen complémentaire, pour dire que ces signes sont corrélés, sont dus au reflux et pas à l'asthme. Ou là, il y a un reflux qui a aggravé l'asthme. Donc, quels sont les examens complémentaires qu'il faut demander? Ceux qui objectifent le reflux, donc on va chercher le reflux avec des examens complémentaires, et ceux qui objectifent les conséquences ou la cause du reflux. Donc, pour les méthodes diagnostiques directes, la méthode de choix, j'insiste ici, c'est la pH-métrie de 24 heures. Il y a la méthode qui va donc nous montrer les reflux acides. Donc, c'est un enregistrement de longue durée, c'est pour ça que c'est intéressant. Et ça peut relier les épisodes de reflux et manifestations respiratoires. Généralement, on demande à la mère ou aux parents donc, de noter باش نشوفوا وقتها le pH كيف هو donc la corrélation elle est facile à faire قلنا نعمل pH métrie avec 24 heures entre les manifestations respiratoires et les épisodes de reflux. Les données qu'on va trouver, donc le temps total de l'examen, c'est un temps diurne et nocturne, ça c'est intéressant. Ça nous donne une idée donc l'atteinte diurne et nocturne. L'indice de reflux, c'est quoi? C'est le pourcentage de temps passé à pH inférieur à 4. Inférieur à 5%, c'est normal. Acteur de 5%, c'est pathologique, c'est un reflux pathologique. Ça nous donne une idée sur la durée des épisodes de reflux, pendant la journée, le nombre de reflux, la durée du reflux le plus long, et le nombre total de reflux supérieur à 5 minutes. Donc, le nombre نتاع les reflux elle قعدوا أكثر من 5 minutes. La pH métrie وقتاش نقولوا elle est anormale, au moins un critère. معناتها نلقاو l'indice de reflux cumulé supérieur à 4,8%. Sauf il faut savoir عند النورissant اللي أقل من 1 an, il faut reflux il doit être moins de 8 à 10%, c'est pas la même chose. Le nombre de reflux par heure doit être supérieur à 2 et le nombre de reflux supérieur à 5 minutes et le reflux le plus long. Donc, au cours des pathologies respiratoires, reflux à prédominance diurne, bref, peu ou pas de reflux nocturne. Généralement, donc, les reflux sont diurnes. Bref, peu ou pas de reflux nocturne. Donc, il y a le pH métrie de 24 heures, on met les électrodes, on met la sonde. Donc, c'est là, la mère va surveiller son enfant, va écrire sur un papier, c'est important l'interprétation. وهذه l'interprétation, là, c'est un reflux pathologique sévère. تشوفوا هنا le temps passé pH inférieur à 4, l'indice اللي حكينا عليه il est à 21,7%. Donc c'est très élevé, donc c'est en faveur de reflux pathologique. Il faut savoir que la pH de 24 heures, elle n'est pas indiquée au de reflux typique. Si on trouve des vomissements, on va traiter l'enfant, on va indiquer la pH métrie de 24 heures. On a des signes atypiques. La présentation clinique elle est atypique. On a des manifestations extra-digestives, des symptômes ORL qui récidivent, des symptômes respiratoires, des malaises, la bradycardie. Le pH métrie de 24 heures. Ou si on va indiquer bien sûr une cure chirurgicale de reflux, la pH métrie. Sinon, s'il y a des signes digestifs clairs de reflux, on va traiter, on ne va pas demander d'examen complémentaire. L'impédance métrie, c'est un moyen qui est bien pour le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. C'est une technique qui permet d'évaluer les reflux liquidiens et gazeux. Il est couplé à un enregistrement de pH. Elle distingue également le reflux acide et alcalin. Le pH métrie de 24 heures. Maintenant, je me tente le reflux acide.
Mais c'est un examen qui est coûteux, il n'est pas disponible malheureusement à Tunis. On passe aux méthodes radiologiques, qui est ma TOGD. Il faut savoir que le TOGD, on le demande beaucoup, c'est une méthode qui est très irradiante, pas d'intérêt pour le diagnostic de reflux. C'est important, surtout pour préciser la région hiatale et l'aspect de l'œsophage. Généralement, notre chirurgie, voilà, on suspecte une hernie hiatale associée, voilà, on suspecte une pathologie, maladie de système, ou l'aspect de l'œsophage. Mais sinon, le diagnostic de reflux, c'est la pH métrie de 24 heures. La scintigraphie œsophagienne, on la demande parfois, dans un doute, est-ce qu'il y a des reflux non acides? Ça peut être associé à des images pulmonaires. Ça recherche l'inhalation pulmonaire postprandiale, non acide, pH métrie. Si on doute, on va une scintigraphie œsophagienne. Pour l'échographie œsophagienne, je trouve l'examen il est de spécificité qui est très faible. Donc, pas d'indication de reflux. Il faut y nos collègues, surtout en ambulatoire, c'est un examen facile à faire, mais il faut savoir qu'il n'est pas spécifique du tout. Ce n'est pas la peine de le faire. Ça ne donne pas de, ça ne confirme pas du tout le reflux. Ça ne sert à rien de le faire. Pour les méthodes indirectes, donc la manométrie œsophagienne, ça permet de mesurer les pressions au niveau du sphincter inférieur et supérieur de l'œsophage. Ça permet de donner une idée à un péristaltisme œsophagien, des relaxations inappropriées, la motricité œsophagienne. Des indications peu fréquentes, on doute s'il y a une achalasie et dyskinésie de l'œsophage, un bilan avant d'applicature, un bilan avant la chirurgie, sinon ce n'est pas la peine de le demander systématiquement. Donc, sauf si on doute s'il y a une anomalie de la motricité, mais ce n'est pas une indication fréquente sur le reflux. Pour la fibroscopie, ça recherche les complications du reflux. On suspecte une œsophagite, on va le demander. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de corrélation entre le reflux et les anomalies endoscopiques. Voilà. Donc, il y a une anémie, ça traîne, ou un reflux avec retentissement respiratoire, on peut demander la fibroscopie, la recherche d'œsophagite pour la traiter. Donc, quel examen il faut faire? Si le reflux il est symptomatique, j'insiste, pas d'examen, donc des signes digestifs واضحين. Donc, ما نعملوش حتى examen نحط l'enfant sous traitement, sauf si on suspecte l'œsophagite, وقتها باش نطلبوا fibroscopie à la recherche de cette complication. Si le reflux il n'est pas symptomatique, c'est-à-dire ما فماش des signes digestifs, mais d'autres signes qui nous inquiètent et on ne trouve pas d'explication, on va demander la pH métrie de 24 heures. Si on va discuter la chirurgie devant le reflux, on va demander bien sûr la pH métrie de 24 heures pour confirmer le diagnostic, TOGD à la recherche d'anomalies anatomiques et fibroscopie à la recherche de complications. Si on suspecte un trouble de la motricité ou la dyskinésie œsophagienne, voilà les indications des différents examens complémentaires qu'il faut demander si on a un reflux si on pense à un reflux gastro-œsophagien. Pour le traitement, donc le traitement de reflux, il est associé au traitement de la pathologie respiratoire. Waqtesh on traite le reflux, quel reflux traiter et combien de temps, comment on le traite. Donc la question doit se poser devant une pathologie respiratoire résistante au traitement, bien conduit, notamment dans l'asthme. Donc un enfant asthmatique, il a fait plusieurs épisodes de sifflement, on a dit que c'est un asthme du nourrisson, on a mis sous corticoïdes inhalés, et il ne s'améliore pas, ça résiste, donc c'est un asthme persistant sévère. On doute sur le reflux, donc on va penser au reflux, on va le chercher, on va traiter. Donc pas de traitement d'épreuve anti-reflux. مش نحطوا الصغار الكل اللي عندهم atteinte respiratoire sous traitement anti-reflux, surtout pas ça. Il faut savoir que le traitement anti-reflux a des effets secondaires. Donc plusieurs moyens thérapeutiques de reflux gastro-œsophagien qui sont disponibles. Premièrement, les moyens hygiénodiététiques, les moyens pharmacologiques et les moyens chirurgicaux. Pour les moyens hygiénodiététiques, ils visent surtout à rechercher une suralimentation et adapter le nombre et le volume de repas. Une suralimentation avec un reflux, ça peut qu'aggraver la situation. Donc, il faut épaissir les laits, un lait anti-reflux, ou l'épaissir par maïzena. Éducation thérapeutique du patient ou du parent, fractionnement du régime, je les ai mis des quantités des petits repas qui sont fractionnés, prévenir l'obésité qui aggrave donc le reflux,
Il faut surélever la tête du lit 30 degrés en position dorsale est parfois recommandé, mais il faut savoir que l'efficacité n'est pas démontrée de cette surélévation. Donc, pas de littérature qui le recommande, mais si on trouve que l'enfant s'améliore, pourquoi pas. Pour les traitements médicamenteux, on utilise souvent des traitements qui améliorent le vidange gastrique. Donc, le méthoclopramide, les médicaments, je vais les citer, mais il faut savoir que ce traitement, ça risque d'aggraver de donner un syndrome pyramidal, des complications, des urgences pédiatriques. Le dompéridone, donc, c'est une molécule qui donne une efficacité minimale avec des effets indésirables qui sont fréquents. Bétanicol, il est contre-indiqué dans les BPCO. Le baclofène, l'iorézal, si l'enfant il est âgé de plus de 6 ans, c'est intéressant parce que c'est un agoniste des récepteurs GABA. Ça peut relaxer le sphincter inférieur de l'œsophage et accélérer le vidange gastrique. Donc, c'est une voie intéressante à essayer, pourquoi pas, dans le reflux résistant, surtout dans les encéphalopathes, dans des reflux sévères, il faut essayer à cette dose. Le cisaperamide, c'est la molécule qui est toujours là dans les recommandations, mais ces indications doivent tenir compte du rapport risque sur bénéfice. C'est une molécule qui a des risques, comme vous le savez. Donc, il faut respecter les conditions d'utilisation. Cette molécule, elle est indiquée dans le reflux gastro-œsophagien compliqué, je m'en ai compliqué, œsophagite associée, ça retentit sur l'atrophicité de l'enfant. S'il y a des atteintes ORL respiratoires donc associées, sinon, ce n'est pas la peine. Pour les doses, donc c'est 0,2 mg kg en 3 ou 4 prises sans dépasser 0,8 mg kg. Il ne faut pas l'associer avec les macrolides, l'itraconazole, le jus de pamplemousse. Il faut toujours vérifier au moins un ECG et un immunogramme avant de prescrire ce traitement. Donc, ce n'est pas anodin, comme vous voyez, le traitement de reflux, même que les prescriptions doivent être guidées. Pour le traitement qui réduit l'agressivité de liquide gastrique sur la muqueuse œsophagienne, c'est essentiellement l'IPP, donc oméprazole, efficacité démontrée dans l'œsophagite. C'est ORA-MM si l'âge inférieur à 1 an, il faut le savoir, donc éviter à le prescrire. Les doses, c'est 0,5 à 1 mg kg par jour et ça se donne le matin. Pour le reflux gastro-œsophagien avec œsophagite, on le donne le matin. Il faut savoir que les IPP, on ne donne pas éternellement. La durée, c'est 8 semaines. Et il faut savoir qu'il y a des effets indésirables comme les pneumopathies. Ça augmente le risque d'infection de pneumopathie. Ça augmente les fractures ostéoporotiques par diminution de l'absorption calcique et ça augmente le risque d'infection du tube digestif par Clostridium difficile. Pour le traitement chirurgical, donc, il y a cette intervention de Nissen, donc l'indication s'impose, c'est le chirurgien pédiatre, donc avec l'aide du chirurgien pédiatre, on va indiquer cette chirurgie. Nissen, c'est quoi? C'est position donc, du sphincter inférieur en intra-abdominal avec, si nécessaire, réduction des anomalies anatomiques. C'est un mâchonnage de l'œsophage, abaissé par la grosse tuberosité gastrique. Je tape l'œsophage et tu l'entoures avec la grande tuberosité gastrique. Voilà, donc c'est l'indication du traitement chirurgical essentiellement sur terrain à risque, donc les encéphalopathes, s'il y a une hernie hiatale, sinon ce n'est pas indiqué en première ligne, bien sûr. On va voir tout ça à travers un cas clinique. Donc, rapidement, Ryan, âgé de 10 mois, il vous consulte pour tout, dyspnée et fièvre depuis 24 heures. Donc, le symptomatologie respiratoire évoluant depuis 24 heures dans un contexte fébrile. Il est né à terme, il a déjà 2 hospitalisations à l'âge de 5 mois et 7 mois pour bronchiolite surinfectée. Et cette bronchiolite était documentée par la recherche de VRS. Il y avait un VRS positif. Et depuis, il a une toux nocturne, cet enfant, donc depuis l'âge de 5 mois. Il est sous allaitement mixte depuis la naissance. Il a eu une diversification alimentaire à l'âge de 4 mois, donc c'est correct. La mère, elle est atopique, elle a une rhinite allergique au pollen, pas de consanguinité. Le père, il est tabagique, donc notion de tabagisme passif, elle est là. Son examen clinique a montré un enfant qui avait un poids à moins 1,8 ds, donc dans les normes. Mais il est un peu, donc le
poids il diminue. Il est fébrile à 38,5. Il a une fréquence respiratoire à 45 cycles par minute, donc il est polypnéique. Il est encombré. À l'auscultation, vous avez trouvé des râles sibilants et crépitants aux 2 champs pulmonaires et le reste de l'examen était normal. Donc, si on récapitule, c'est un enfant qui est âgé de 10 mois qui consulte pour 3e épisode de dyspnée sifflante. Premier épisode à l'âge de 5 mois pardon, il a une toux nocturne associée depuis et il est à l'examen eutrophique, mais il faut savoir qu'il a une stagnation pondérale depuis quelques mois. Il est fébrile, il est polypnéique avec encombrement, ça c'est important. Les signes d'inquiétude, je fais un diagnostic positif le cours اللي فات. Donc les signes d'inquiétude ont une tendance à la stagnation pondérale, il y a l'encombrement. Ça, c'est un signe d'inquiétude, ce n'est pas vraiment de l'asthme. Donc, c'est vrai qu'il fait 3 épisodes de dyspnée sifflante, ça évoque l'asthme du nourrisson, mais c'est un peu inquiétant puisqu'il y a ces 2 signes cliniques. À l'auscultation, elle avait des râles sibilants et crépitants, et vous avez demandé devant ce tableau clinique, bien sûr, vous allez demander une radiographie de thorax de face puisque vous n'avez pas une autre radio avant, donc, comme je radio radio thorax. Qu'est-ce que vous voyez? Donc voilà, juste des poumons hyper clairs, un peu distendus, rien de plus. Le corps, l'index cardio-thoracique, il est normal. Il y a un épaississement bronchique, c'est tout. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Donc, qu'est-ce que vous allez évoquer devant des bronchopnéopathies récidivantes sifflantes, beaucoup d'étiologie? Est-ce que vous avez des signes d'orientation? Donc, vous avez cette toux nocturne qui est associée قلنا التو نوكتورن إذا كانها أول الليل ça évoque le reflux surtout عندنا l'encombrement لهنا إذا كانها آخر الليل c'est plutôt l'asthme. Le fait que la mère elle est atopique ou un sifflement qui est récidivant ça évoque plus l'asthme. Donc on est plus orienté soit vers l'asthme, donc 3 épisodes de dyspnée sifflante, mais on est un peu inquiet devant cet encombrement et cette toux qui traîne, cette stagnation pondérale. On a pensé au reflux et c'est correct. Pour le reflux gastro-œsophagien, donc pour confirmer le diagnostic, puisque c'est un reflux, un vomissement, donc il est asymptomatique, on a pensé devant ces symptômes cliniques avec des signes respiratoires, vous allez demander donc quel examen? C'est la pH-métrie de 24 heures, bien sûr, c'est l'examen de référence. L'asthme du nourrisson, un enfant atopique et il présente atopie dans la famille, pardon, il a 3 épisodes de dyspnée sifflante, une toux nocturne. Qu'est-ce qu'on peut demander? La radio-thorax, on peut demander des tests cutanés ou les IgE spécifiques, surtout en atopie dans la famille. Donc, on a demandé quand même une numération en formule sanguine puisque l'enfant n'était pas à l'examen. Je n'ai pas dit ça, mais il n'était pas. Donc, vous avez trouvé des globules blancs à 10 500, hémoglobine à 6,8, malgré que la diversification elle est correcte, vous avez vérifié avec la mère. VGM à 52, rétique à 45 000, donc anémie hypochrome microcytaire à régénératif. Donc, soit carentière, mais ce qui vous intrigue un peu ici, que la mère, elle donne une alimentation correcte. Voilà, il n'a jamais connu. Très bien, donc ça peut être un saignement occulte aux oophagites, il faut y penser. Pourquoi pas? Vous avez demandé dans l'exploration allergologique les IgE spécifiques pour ce bébé, donc il est âgé de 10 mois, vous avez préféré de faire les IgE spécifiques qui étaient négatifs, alimentaires et donc trophallergènes et pneumallergènes qui étaient négatifs. Vous avez demandé, comme on l'a dit tout à l'heure, la pH-métrie de 24 heures et vous avez trouvé un temps, donc un tracé pathologique. Donc, vous voyez ici, la mère vous signale, la femme a reflux important, qu'il a fait un accès de toux sèche. Donc, ça confirme le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Et devant cette anémie, vous avez quand même demandé une fibroscopie digestive à la recherche de la complication de reflux, un saignement occulte, l'œsophagite peptique. Voilà, donc c'est un reflux qui est pathologique, qui donne des symptômes respiratoires, manifestation respiratoire d'un reflux pathologique, qui est compliqué par l'œsophagite peptique. Mais est-ce qu'il y a de l'asthme associé? Voilà, c'est les signes respiratoires, c'est la pneumopathie d'inhalation secondaire à un reflux. C'est ça la grande question. Est-ce qu'il faut donner un traitement anti-reflux seul ou alors un traitement de l'asthme? Je me répète.
Je me connais asthme avec reflux qui aggrave aussi, surtout en atopie dans la famille. Donc, quelle est la conduite que vous allez faire pour avancer? Donc, puisque le reflux il est confirmé là avec la complication, c'est clair, on a donné donc, bien sûr des règles hygiéno-diététiques, hein, les anti-reflux, l'éviction de suralimentation, donc donner des petits repas avec fractionnement. On a quand même conseillé à la mère la position dorsale proclive. Le tabagisme passif peut aggraver le reflux, c'est important que l'enfant ne soit pas exposé. Les vêtements non compressifs, les couches, donc il faut bien expliquer, ça peut aggraver le reflux. On a donné des prokinétiques, le dompéridone 2 mg kilo 4 fois par jour, 15 à 30 minutes avant le repas. Et puisqu'il y a le cétosophagite, on a donné l'IPP à la dose de 1 mg kilo jour en une prise le matin pendant 8 semaines, 2 mois, comme c'est recommandé. Donc, signe respiratoire, natif 2 mois. Philosophagite, donc on a commencé par prescrire pendant 2 mois et on a dit qu'on va revoir le malade sous traitement. Voilà, donc on a traité le reflux pathologique, on a contrôlé l'enfant à 1 mois, on a trouvé une bonne prise pondérale, il avait une stagnation, mais il garde quelques râles fin sibilant à l'auscultation, il a une limite claire depuis 3 jours. Il garde cette toux qui est devenue surtout le petit matin, le petit matin. Et qu'est-ce que vous en pensez là? On a continué le même traitement des obstructions rhinopharyngées. On a dans 2 mois. Donc, après un traitement de 3 mois d'IPP, avec pH métrie de 24 heures de contrôle, on a sous traitement pour voir est-ce que le reflux il est toujours là, qui peut expliquer cette persistance des symptômes, ou est-ce que la mère a bien suivi le traitement, est-ce que notre traitement est efficace ou non. Donc, elle est revenue en fait, à 2 semaines, 2 mois de traitement, l'enfant a présenté une exacerbation quand même, traitée en ambulatoire par un médecin privé, par corticoïde oral avec antibiotiques. Il garde la toux fin de la nuit, petit matin. L'examen actuellement est normal. J'ai pris comme pH métrie de 24 heures après 2 mois de traitement en répété, qui était normal sous traitement. Donc, le reflux, il est bien traité. Quand même, l'enfant continue à faire des exacerbations et tout nocturne. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Surtout qu'il y a de l'atopie. Donc, très probablement, même si vous avez des EGE spécifiques qui sont négatifs, il faut savoir répéter les tests cutanés avec l'âge. Et il faut faire un test thérapeutique, très bien. Donc, on va mettre l'enfant sous corticoïdes inhalés avec chambre d'inhalation, bien sûr, associé à bêta-2-mimétique, si gène respiratoire ou tout. Et après 1 mois, on a revu l'enfant sous traitement inhalé et l'évolution était favorable. Donc, le diagnostic retenu, c'est vrai qu'il a un reflux compliqué avec donc œsophagite et il a aggravé cet asthme du nourrisson chez un enfant qui a de l'atopie dans la famille. Donc, il y a une association des deux et vous avez bien vu quelles sont les étapes à suivre pour avancer dans le diagnostic positif. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que c'était clair?